vraies voix Sud Radio. Sud Radio édition spéciale, changement d'époque. La guerre est là, elle est sous nos yeux, elle n'appartient plus en Europe au livre d'histoire. Un sommet dédié à la défense européenne qui sera convoqué la semaine prochaine avec les 26 autres pays de l'Union européenne. Ce sont les différentes annonces d'Emmanuel Macron qui rappellent que Vladimir Poutine est le seul responsable de cette guerre, bien que nous, la France, ne soyons pas en guerre. Il le rappelle aussi avec la Russie et Vladimir Poutine. Emmanuel Macron qui s'engage aussi à maintenir le contact et le dialogue avec Vladimir Poutine afin, dit-il, qu'il renonce à cette escalade guerrière. Pour en parler avec nous, Lyudmila Totieva, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes membre du groupe Ukraine Action. Nous sommes également en duplex sur Sud Radio avec Arnaud Benedetti. Bonjour à vous. Bonjour. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, chef de guerre, candidat ou pas, d'ailleurs on va en parler dans un tout petit instant avec vous, Arnaud Benedetti. Juste un premier mot assez bref, Lyudmila Totieva. Beaucoup d'Ukrainiens demandent un appui militaire, une intervention militaire de l'OTAN. Emmanuel Macron, malgré tout, l'a rappelé, la France n'est pas en guerre avec l'Ukraine. Vous le comprenez, ça ? On comprend ça. En fait, il n'y a pas d'illusion entre les Ukrainiens pour l'envoi des troupes français ou les troupes de l'OTAN sur le territoire ukrainien. Mais le problème, c'est que l'appui militaire qu'il a en ce moment, il n'est pas suffisant. Malheureusement. Et on voit que en fait, le bombardement, ça se passe par l'air. Et c'est pour ça que aussi, le président Zelensky, aujourd'hui, il a appelé à fermer le ciel. Et ça, c'est l'OTAN qui peut le faire. Voilà, c'était aussi un appel de président aujourd'hui. Oui, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui demande l'établissement d'une no-fly zone, comme on dit en anglais, une zone d'exclusion aérienne. Sauf que pour la faire respecter, il faut des avions de chasse. Il faudrait des avions de chasse de l'OTAN, et ça voudrait dire aussi un risque d'affrontement entre forces de l'OTAN et forces ukrainiennes. C'est aussi pour ça que c'est compliqué en ce moment. On va revenir tout au long de cette édition spéciale avec vous, d'ailleurs, sur ces annonces du président de la République, Lyudmila Totieva. Arnaud Benedetti, président candidat ou président chef de guerre ? Les deux. Les deux, la première partie du discours est véritablement consacrée à la situation en Ukraine, où il livre finalement la lecture qu'il fait, que l'on connaît d'ailleurs, sur les responsabilités de cette guerre, rappelant que cette guerre finalement est le produit d'une lecture erronée de l'histoire de la part du président Poutine, d'ailleurs qu'il cite, vous l'aurez remarqué, très tardivement dans son discours. Il prend bien soin, et ça c'est très important quand même, de dire que la France n'est pas en guerre, et qu'elle n'est pas en guerre, et qu'elle n'est pas en guerre avec les Russes et le peuple russe et la Russie, rappelant notamment quand même ce qui constitue l'histoire de la Russie au XXe siècle et le rôle qui a été le rôle de la Russie et de l'Union soviétique, bien évidemment à l'époque, dans la lutte contre l'Allemagne nazie. La seconde partie du discours est bien évidemment une partie du discours qui laisse déjà en filigrane présager la candidature. Finalement, c'est un discours qui, de fait, est implicitement un discours de candidature, puisqu'il nous dit, voilà, nous sommes entrés dans un monde nouveau, que la situation en Europe et dans le monde ne sera plus la même aujourd'hui après cette intervention russe en Ukraine, et il essaye de dessiner ce que pourrait être justement la France de demain dans ce monde nouveau, l'Europe de demain dans ce monde nouveau, en abordant des questions qui sont des questions qui seront, pour une partie d'entre elles, au centre de la campagne présidentielle, à laquelle d'ailleurs il se réfère en toute fin de discours. Donc c'est à la fois un discours d'un président de la République dans l'exercice de ses missions régaliennes au moment où une grande crise géopolitique est en train d'avoir lieu sur le continent européen, et en même temps c'est quand même derrière le président, on sent très bien poindre le candidat qui va dans les heures qui viennent déclarer officiellement sa candidature. On peut considérer qu'il s'agit déjà d'une déclaration de candidature implicite. Alors ça, c'est vrai que c'est pas du tout une préoccupation pour les Ukrainiens qui sont en ce moment, à l'heure où on parle, sous les bombes à Kharkiv et à Kiev, mais on rappelle que Emmanuel Macron est censé être candidat d'ici la fin de la semaine. Ça, c'est le dernier délai. Lyudmila Totieva, en France, on parle de l'Europe de demain, en tout cas, c'est ce que dit le président de la République. Vous, ce qui vous intéresserait, c'est surtout l'Europe d'aujourd'hui, puisque je le rappelle, le président ukrainien a demandé au Parlement européen une procédure d'adhésion accélérée à l'Union européenne. Le problème, c'est que cette procédure, elle n'existe pas. Oui, en fait, c'est la grande question pour nous, les Ukrainiens, parce qu'on était motivés par cette rêve européenne dans le sens de tout ce que l'Europe représente pour les valeurs démocratiques qui était, pour nous, le début de notre chemin de 2030
2013-2014. Et là, on est face à la situation où quand même l'Ukraine, elle tient le front de l'Europe parce que c'est là où le bataille entre les démocraties et les pays autoritaires se fait. Effectivement, je pense qu'il y a le problème aussi un peu, parce qu'il y a la question des pays comme Pologne, Slovaquie, République tchèque, Hongrie, qui aident énormément en ce moment, parce que voilà, on est les pays voisins. Ce sont les pays frontaliers de l'Ukraine, anciens pays du bloc soviétique, mais pas du bloc communiste, mais pas anciens pays soviétiques, au contraire d'ailleurs de l'Ukraine. Tout à fait. Voilà, ils ont quand même vécu ce passé soviétique, mais pas au même moment que, pas de la même mesure, voilà. Que nous. Après, voilà, pour ces pays-là, est-ce que eux, ils se sentent épaulés dans leurs efforts d'aider l'Ukraine? Est-ce que en fait on va en arriver à une Europe qui sera vraiment unie et pas une Europe à deux vitesses? Voilà, c'est ça, je pense, la véritable question derrière le futur de l'Europe et le futur aussi de l'Ukraine en Europe. Effectivement, cette procédure, elle n'existe pas, mais comme vous savez, on est dans les circonstances très extraordinaires aussi. C'est une période historique qu'on vit et voilà, c'est la période pour des grandes décisions. C'est ce que Macron vient de dire. Et voilà, je pense que c'est à l'Europe aussi de prendre ces décisions qui sont quand même capitales pour son futur. Alors, un aspect très important de la situation qui se déroule et qui évolue d'heure en heure, on le rappelle, en Ukraine où les combats continuent, plus de 600 000 Ukrainiens ont déjà quitté le territoire, quitté le pays. Ils se trouvent d'ailleurs assez massivement pour l'instant dans les pays frontaliers, Pologne par exemple, Slovaquie, pourquoi pas loin aussi en Roumanie. Chose importante, Yvan Benedetti, cette campagne électorale française a commencé, Arnaud Benedetti, pardonnez-moi, cette campagne électorale française a commencé sur l'immigration. Là, globalement, il y a un consensus, une espèce d'unanimité de la classe politique qui est très rare. C'est-à-dire que personne ne va dire on ne veut pas des réfugiés. Oui, clairement, c'est ce qui, en tout cas, apparaît depuis maintenant le début de ce conflit, c'est que la classe politique, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire à droite, y compris sur les franges les plus droitières de la droite, c'est-à-dire Marine Le Pen ou même Éric Zemmour, considère que c'est le devoir de la France de pouvoir accueillir des réfugiés ukrainiens. Alors évidemment, pour une partie de la droite, c'est beaucoup plus simple parce que, et ça a d'ailleurs été plus ou moins dit par un certain nombre parfois d'éditorialistes, et à mon avis de manière assez maladroite, que les Ukrainiens sont des Européens et qu'ils ont de toute façon vocation à être, je veux dire, accueillis du fait de cette européanité d'une certaine manière. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'ensemble de la classe politique, y compris la classe politique la plus à droite, de tenir ce discours que pour d'autres types finalement peut-être de réfugiés. Donc on voit bien que là-dessus il y a un point de consensus. Mais aujourd'hui, le point de consensus, il faut quand même pas se leurrer. Très rapidement, on verra sur la question européenne, notamment sur la question de l'intégration potentielle ou non de l'Ukraine. On sait très bien que les lignes de fracture réapparaîtront dans la classe politique française. Parce qu'il reste quand même dans la mémoire d'une grande partie aujourd'hui, d'un certain nombre d'acteurs politiques français, que l'élargissement qui s'est fait après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire tout au long des années 90, a été un élargissement qui a été fait parfois à marche forcée, considéré comme étant à marche forcée, et que c'est un élargissement qui quand même a compliqué aussi d'une certaine manière la marche de la construction européenne, avec des tensions que l'on voit qui aujourd'hui n'apparaissent plus, mais on sait très bien que les relations par exemple d'une grande partie des membres et notamment de la Commission européenne avec par exemple la Pologne ou la Hongrie sont quand même des sujets de préoccupation constante entre ces pays et la Commission. Aujourd'hui, le conflit géopolitique que l'on connaît, disons, met un peu sous le boisseau ces conflits, mais qui réapparaîtront notamment, par exemple, sur la question des droits individuels. On sait très bien que là, il y a, disons, une ligne de partage entre une partie de l'Europe, pas toute, hein, une partie de l'Europe, la Hongrie, la Pologne, entre autres, la Slovaquie, et par exemple, la France ou les pays, ou l'Allemagne, ou les pays d'Europe de l'Ouest, voilà, avec un passé démocratique plus ancien. Globalement, j'imagine, Lyudmila Totieva, que vous nous direz qu'au point où vous en êtes, il vaut mieux la cacophonie européenne que les bottes russes, par exemple. Ah bah oui, là c'est sûr. Et juste pour préciser, c'est pas un conflit, c'est une guerre. Et là, le président de la République, il a bien noté ça. C'est une guerre, et oui. Une guerre qui d'ailleurs, il faut s'attarder là-dessus, n'a jamais été officiellement déclarée. On n'en est plus à l'époque où on envoyait une déclaration de guerre, même en retard comme les Japonais avant Pearl Harbor. Là, on est dans vraiment une guerre hybride. Alors oui.
Effectivement. On est sur une guerre qui continue d'ailleurs sur le territoire ukrainien, qui va poser d'énormes questions. D'ailleurs, on va continuer à y revenir avec vous, Lyudmila Totieva. Dernier point, il est quand même important, même s'il peut vous paraître trivial, et je le comprendrai, Lyudmila. Parlons, Arnaud Benedetti, décidément, pardonnez-moi, parlons quand même d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il va pouvoir tirer profit de cette guerre ? Vous savez, les situations de crise suscitent ce que les politologues ou les politistes appellent un effet drapeau. Et quand on regarde à ce stade aujourd'hui les intentions de vote, depuis une semaine, on voit que les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron ont progressé. Sauf que le problème, c'est qu'une guerre, c'est long. Et 40 jours dans une guerre, c'est très long. Il reste 40 jours d'ici le premier tour de l'élection présidentielle. En fonction, j'allais dire, de la dynamique de la guerre, on verra comment va évoluer l'opinion publique. Donc c'est, disons, dans les semaines qui viennent qu'on va voir si finalement le costume, pour aller très vite, de chef de guerre, alors que la France n'est pas en guerre, va être un élément, une ressource politique qui permettra à Emmanuel Macron de sortir renforcé de cette situation. Il faut qu'il fasse quand même très attention, parce que je regardais les derniers sondages. En effet, une grande majorité de Français condamnent l'agression russe en Ukraine, mais une majorité aussi de Français, et c'est non négligeable, près de 70 ou voire 78% de Français considèrent qu'il y a une responsabilité occidentale dans la situation dans laquelle on se retrouve en Ukraine. Ce qui montre quand même que l'opinion publique est certes aujourd'hui unanime pour condamner l'agression et l'invasion russe, mais qu'elle est beaucoup plus partagée quant aux causes et aux responsabilités, ce qui est quand même un point avec lequel le président de la République devra compter. Sauf qu'à ce stade, effectivement, Emmanuel Macron, dans notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, caracole en tête des intentions de vote, 28% au premier tour, et était-il donné ce soir, loin devant Marine Le Pen, après de 17%, qui elle-même a largement décroché ses deux poursuivants, Valérie Pécresse d'une part, et Éric Zemmour, en forte baisse depuis cette guerre. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet d'ailleurs? C'est une question qu'on pourrait se poser. Restez avec nous, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Merci à vous, Arnaud Benedetti. Merci à vous. Rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Restez avec nous, Lyudmila Totieva, membre du groupe Ukraine Action. On vient dans un instant sur Sud Radio avec notamment l'analyse de Philippe Bilger sur Sud Radio. À tout de suite. Édition spéciale. Les vraies voix Sud Radio. Vous écoutez Sud Radio, il est 20h29, presque 20h30. L'Europe a changé d'époque, le retour du tragique dans l'histoire. On revient sur cette allocution du président de la République, Emmanuel Macron, qui annonce dans la semaine prochaine un sommet important avec les 26 autres pays de l'Union européenne pour faire avancer l'Europe de la défense. Pour en parler avec nous, Lyudmila Totieva, membre du groupe Ukraine Action, qui est toujours avec nous, et Philippe Bilger, qu'on a le plaisir de retrouver sur Sud Radio. Bonsoir, mon cher Philippe. Bonsoir Jean-Marie. Le retour du tragique dans l'histoire. Sûrement, il l'avait déjà dit, mais si vous me le permettez, sans abuser du temps, je voudrais dire que j'ai trouvé ce discours du président, qui a duré une quinzaine de minutes, à la fois très remarquable et très habile. La première partie, bien sûr, était consacrée à l'hommage à l'Ukraine, à son peuple, au président intrépide qui la dirige et à tout ce que nous devons faire pour l'aider. Cela est incontestable, il a rappelé les responsabilités et les culpabilités. Cette première partie est de sincérité et d'absolue intégrité intellectuelle et politique. Je ferai un sort un peu différent à la seconde, qui relève plus de l'analyse européenne et peut-être du climat national. Avant d'en arriver rapidement à cette analyse, je voudrais dire qu'il ne faudrait pas tomber dans une sorte de naïveté. Lorsque le président nous a rappelé que Poutine avait menti à plusieurs reprises, fallait-il attendre l'invasion de l'Ukraine pour se rendre compte que bien avant, c'était un homme sur qui on ne pouvait pas compter. J'ajoute que, bien sûr, il est nécessaire de maintenir le dialogue, le président l'a rappelé, mais à condition qu'on n'oppose pas
à cette personnalité totalement atypique et non civilisée sur le plan international un discours naïf et irénique. Je termine, Jean-Marie, sur la seconde partie. Il n'a pas explicitement déclaré sa candidature, mais c'est comme s'il l'avait fait en réalité, en exposant le projet européen, en montrant un futur très angoissant qui changera notre condition de Français. Eh bien, il montrait à quel point, selon lui, il sera le mieux placé pour appréhender l'avenir. Et j'ajoute, et je termine, au fond, à un moment donné, à la fin de son propos, il a une phrase tout à fait significative. Il a dit « Je ne doute pas que nous nous accorderons sur l'essentiel », ce qui laisse entendre implicitement que la campagne nationale elle-même s'attachera d'une certaine manière à de l'accessoire. C'est très habile, c'est très fort. Est-ce que ce sera suffisant pour occulter tout ce que son mandat peut susciter de critiques? Je n'en sais rien, mais un grand et très habile discours. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci de m'avoir écouté, Jean-Marie, et de m'avoir permis de revenir dans cette radio que j'aime vraiment beaucoup. Et nous avons tous hâte. Écoutez, on a eu le droit au retour du tragique dans l'histoire et le retour de Philippe Bilger pour notre plus grand bonheur sur Sud Radio. On vous retrouve lundi prochain dans Les Vraies Voix à partir de 17h. Magistrat honoraire, je le rappelle pour ceux qui en douteraient encore, et président de l'Institut de la Parole. Dans un instant, on va donner la parole d'ailleurs à différents porte-paroles de différents candidats à la présidentielle de l'opposition notamment. Alain aussi qui n'est pas un porte-parole, c'est le maire de Béziers, Robert Ménard, qui a pris des positions extrêmement fermes sur cette guerre en Ukraine et qui soutient par ailleurs Marine Le Pen. Lyudmila Totieva, la France qui change d'époque, l'Europe qui change d'époque, on y revient toujours. Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe Bilger et avec beaucoup d'observateurs pour dire que la France a quand même fait preuve d'une extrême naïveté à l'égard de Vladimir Poutine pendant des mois? Ah, je suis tout à fait d'accord là. Je voulais justement dire que cette naïveté, moi je qualifie ça pour illusion en fait, illusion de perception de Poutine comme une chef d'un pays civilisé. Et je pense que ce qui est très, moi, techniquement c'est le chef d'un pays qui est civilisé, la Russie, qui est une des civilisations les plus brillantes qui soit. Après qu'ils se conduisent ou pas de manière civilisée, c'est autre chose. Tout à fait. La question, je pense que c'est plutôt vraiment. Est-ce que cette illusion, elle va perdurer dans cette nouvelle cette naïveté, est-ce qu'elle va perdurer dans cette nouvelle vision de la France, dans cette nouvelle histoire? Parce que je pense que en revenant, qu'est-ce qu'a l'Occident à faire dans ce conflit, ou qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on est arrivé là? C'est justement cette naïveté par rapport à Poutine et son régime qu'il a établi en Russie qui a fait qu'on en est là. Et j'espère que ça ne va pas perdurer et ça ne va pas être apporté dans cette nouvelle histoire qu'on est en train de bâtir ensemble. Et en tout cas, naïveté du président de la République, Emmanuel Macron, qui a été souvent critiqué par un autre candidat à la présidentielle. Il s'agit de l'écologiste Yannick Jadot. Nous sommes rejoints par l'une de ses porte-paroles. Bonsoir Mélanie Vogel. Bonsoir. Vous êtes sénatrice, porte-parole, je le disais, de Yannick Jadot. J'imagine que vous êtes un peu partagée, puisque d'accord avec le constat d'Emmanuel Macron sur la responsabilité de Vladimir Poutine dans cette guerre, et en même temps que vous avez pas mal de reproches à lui faire. Écoutez, évidemment, le fait qu'il se rende compte, parce qu'il y a des bombes qui tombent sur Kiev aujourd'hui, qu'en effet, on ne peut pas faire confiance à Vladimir Poutine, c'est bien. Ça aurait été mieux qu'il s'en rende compte avant. Vous avez utilisé le mot de naïveté. Je ne sais pas si c'était de la naïveté ou plutôt du cynisme, le fait de considérer que tant que la dictature, au fond, opprimait les Russes, les Tchétchènes, les Syriens, eh bien, c'était moins grave que lorsqu'il y avait la guerre aux portes de l'Europe. Je ne sais pas, mais en tout cas, évidemment, je pense qu'il avait tous les éléments avant pour s'en rendre compte. D'ailleurs, les écologistes ont dit depuis très longtemps que l'attitude vis-à-vis de Vladimir Poutine devait changer. Maintenant, quelques problèmes de connexion. Alors vous avez quelques problèmes de connexion, ça peut arriver, ça c'est Siri qu'on entend. Bonjour à Siri de Madame Vogel. Mélanie Vogel, vous soutenez aussi un candidat qui est écologiste. J'aimerais qu'on revienne sur des annonces faites par Emmanuel Macron, notamment qui en appelle à une indépendance énergétique de l'Europe, indépendance qu'il ne conçoit pas sans le retour du nucléaire. On ne va pas faire un débat sur le nucléaire, mais malgré tout, ça fait partie, c'est partie prenante de la stratégie de la France aujourd'hui.
Alors, l'indépendance énergétique, c'est le projet des écologistes depuis toujours. C'est la seule manière de à la fois répondre à la crise climatique, mais aussi d'être souverain et indépendant des dictatures. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir que nous ne produisons pas d'uranium. Donc, mettre dans la même phrase indépendance énergétique et nucléaire, quand on sait que le nucléaire est importé majoritairement du Kazakhstan et du Niger, voilà. Nous, ce que nous pensons, c'est que oui, il faut l'indépendance énergétique. Pour cela, il faut aller vers un mix 100% renouvelable, investir dès aujourd'hui massivement dans les renouvelables et dans l'efficacité énergétique, qui sont les deux cordes qui nous permettront d'atteindre l'indépendance énergétique. Est-ce que vous soutenez par ailleurs l'avènement d'une défense européenne, Mélanie Vogel ? Oui, nous l'avons toujours défendu en tant qu'écologistes. Une défense, bien sûr, ça ne veut pas dire que nous concevons l'Union européenne comme un belligérant, mais comme une puissance stratégique qui est capable de mener une politique étrangère. Et parfois, c'est malheureux. Moi, j'aimerais bien vivre dans un monde où on ne doit pas défendre la démocratie avec des armes. Malheureusement, nous ne vivons pas dans ce monde-là. Et parfois, eh bien oui, il faut être préparé quand il le faut à défendre, y compris de manière militaire, quand c'est la seule solution. Et c'est aujourd'hui la seule solution. Je voudrais juste le rappeler, on ne peut pas faire passer ce conflit comme une histoire entre deux belligérants qui seraient en train de se battre. Non, il y a un peuple qui est agressé par un agresseur et qui n'a rien fait pour le provoquer. Et à ce moment-là, ben oui, parfois c'est malheureux, mais parfois on n'a pas le choix, d'autre choix que d'utiliser les armes. Merci Mélanie Vogel. Sénatrice Europe Écologie Les Verts, porte-parole par ailleurs du candidat écologiste Yannick Jadot. Est-ce que pour vous, Lyudmila Totieva, la France fait partie de cette guerre? L'Europe en général fait partie de cette guerre. Quel est le rôle? Oui, indirectement, en fait, maintenant l'Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine, elle tient le front de l'Europe et c'est là où les valeurs démocratiques que l'Europe elle représente aussi, ils sont défendus par le peuple ukrainien, par l'armée ukrainienne, mais aussi par les civils qui sont vraiment très courageux de tenir leur terre comme ça, en fait, tenir ferme devant les agresseurs. D'ailleurs, il y a un certain nombre de vidéos qu'on peut retrouver en ce moment sur les réseaux sociaux, par moments de foule de civils ukrainiens qui viennent avec des drapeaux et qui font une sorte de sit-in, on va le dire comme ça, qui bloquent la progression de chars russes. Chose importante aussi, alors on en est au point où on est presque obligé de s'en réjouir parce que c'est la guerre. Il faut souligner aussi l'attitude des soldats russes dans ce genre de cas, c'est-à-dire que pour l'instant, on n'assiste pas à des exactions face à la résistance de ces civils. Il y en avait quand même. C'est arrivé aussi. Oui, c'est arrivé plusieurs fois déjà. Je pense que là, il change vraiment la stratégie parce que la stratégie d'avant, ça marchait pas. Et on avait aujourd'hui et hier des cas quand c'était les civils qui étaient tirés dessus, même qu'ils étaient là sans armes. Et c'était fait par l'armée russe qui avançait. Alors parlons de la situation militaire d'ailleurs, puisqu'elle évolue toujours. Je le rappelle, des forces russes extrêmement importantes sont massées aux abords de Kiev, signe semble-t-il que la bataille de Kiev reprendra bientôt et de manière beaucoup plus dure. L'armée russe a repris une ville il y a près de 20 ans. C'était Grozny en Tchétchénie. La ville a été absolument rasée. Elle est beaucoup plus petite que Kiev. Grozny est beaucoup plus petite que Kiev. Est-ce que vous avez peur vraiment que la capitale de votre pays, vous ne la revoyez que rasée ou en ruine? Moi, je suis persuadée que, en fait, déjà que les médias français ou autres, ils disent depuis le 4e jour que voilà, la bataille de Kiev, elle arrive là. Là, Kiev va être rasée. Et on est toujours là, on est toujours ferme. Kiev est toujours là. J'ai parlé de la ville, j'ai pas parlé de la disparition des habitants. Tout à fait. Mais globalement, est-ce que vous craignez... Tout le monde dit qu'on s'achemine vers une guerre qui sera longue, une guerre qui sera dure, avec énormément de soldats russes, énormément d'obus, énormément d'avions. Est-ce que vous craignez que votre pays ne devienne un champ de ruines? Je crains ça aussi, je crains ça. Je pense que comme plusieurs Ukrainiens, on est déjà dans nos pensées à réfléchir comment on va reconstruire. C'est ça en fait, c'est quelque chose qui nous permet aussi de tenir dans les efforts qu'on met aussi pour aider la population, l'armée, mais surtout aussi pour voir qu'il y a quand même une issue, qu'il y aura la victoire. Ça, c'est sûr. Et si après, des négociations reprenaient, à quelles conditions seriez-vous prête à accepter l'arrêt des combats? Imaginons par exemple que les Russes finissent par dire « Écoutez, nous gardons la Crimée, nous gardons peut-être le Donbass qu'ils tenaient, en tout cas il y a quelques semaines, mais en échange, nous retirons du reste de l'Ukraine. » Est-ce que vous seriez prête, vous, citoyenne ukrainienne, à l'accepter?
Déjà, Poutine, il va jamais dire ça. Il faut en tout cas, commencer c'est par pas là. l'objectif. Ça, c'est Voilà, et je dis que c'est le retrait complet des forces russes du territoire ukrainien. C'est ce que le président et c'est ce que le reste du peuple ukrainien réclame. Et je pense que là, c'est le point quand nous, on peut récupérer tout ce qu'on a perdu depuis 2014. Et je pense que les gens, par rapport à ce que moi je connais, ils sont très déterminés de faire ça maintenant. Parce que si ça sera pas maintenant, ce sera jamais. On rappelle d'ailleurs ce que vous avez perdu, ce que l'Ukraine, en tout cas territorialement, a perdu depuis 2014. C'est la région de la Crimée. Ça, c'est au sud de l'Ukraine. Elle a été annexée purement et simplement après un référendum organisé à la suite d'un coup de force des militaires russes. Elle a été annexée par la Russie. Et par ailleurs, vous avez les deux oblasts de Louhansk et de Donetsk qui ont déclaré leur indépendance et qui l'ont maintenue grâce au soutien de l'armée russe depuis 2014. Une guerre qui va être longue. Vous écoutez Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 21h. Dans quelques instants, on va donner la parole à d'autres soutiens de différents candidats à la présidentielle, puisqu'on est aussi en campagne présidentielle. Robert Ménard, le maire de Béziers, dans un instant sur Sud Radio. On va aussi donner la parole à Thomas Porte, membre du Parlement populaire, qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen et dans une beaucoup plus large mesure Éric Zemmour ont été accusés de d'avoir soutenu Vladimir Poutine en France. Est-ce que c'est la perception que vous en avez ? Si, je pense que tout le monde connaît, c'est pas un secret que Marine Le Pen, elle était directement en fait soutenue par les fonds qui provenaient de la Russie, de Poutine en fait, et tout ce qui est, les extrêmes, je pense que c'est partout un peu. Poutine il finance les partis extrêmes en Europe, mais aussi en France, et déjà par rapport à des affirmations que les candidats ils ont fait, ça c'est déjà l'admiration de Zemmour envers Poutine, ça c'est quelque chose qui, pour moi, en fait, c'est inacceptable déjà, mais bon. Éric Zemmour, qui il y a plusieurs semaines disait qu'il rêvait d'un Zemmour français sûrement, mais d'un Poutine français également. Ça, c'était autre chose. Une personne a pris une position très claire sur cette guerre en Ukraine, c'est Robert Ménard. Bonjour à vous, Robert Ménard. Bonsoir. Vous êtes maire de Béziers, vous êtes par ailleurs un soutien de Marine Le Pen, vous êtes aussi l'ancien patron, on s'en souvient, de Reporters sans frontières. Vous avez appelé d'ailleurs à ne pas forcément critiquer le président de la République en cette période de guerre. Qu'est-ce que vous avez pensé de son allocution ? Écoutez, j'ai trouvé qu'il avait des mots plutôt justes. Il n'est pas va-t-en-guerre. Vous avez remarqué ses retenues dans le vocabulaire choisi pour parler de Poutine, mais en même temps, il a été ferme en disant qu'il n'y avait pas l'ombre d'un doute sur qui est l'agresseur dans cette histoire-là. Il nous a rappelé que peut-être on était rentré dans une ère tragique. Vous savez, on a longtemps cru, au lendemain de la chute du mur de Berlin, que l'Europe était définitivement à l'abri des conflits. On s'était aperçu avec l'ex-Yougoslavie que ce n'était pas tout à fait le cas. Là, on commence à prendre la mesure de ce qui pourrait se passer en Ukraine dans les jours qui viennent et au-delà de l'Ukraine. Et puis j'ai trouvé que le plaidoyer tenu par le président de la République en faveur d'une Europe puissance, puisque d'une Europe qui est du poids, il est nécessaire. C'est un peu aussi une espèce d'autocritique, parce que longtemps on a été un peu, et monsieur Macron aussi, une espèce de bisounours qui oubliait justement le tragique de l'histoire, et on parlait plus de la menace écologique que la menace nucléaire pour l'Europe. Je crois que tout le monde, lui, mais comme nous tous, on est en train de revoir un petit peu ce qu'on disait, ce qu'on pensait. Oui, je crois qu'on est rentré dans une ère nouvelle, et le chef de l'État, en nous disant qu'il y avait des journées dures et des mois durs à venir, nous dit que tout ça peut durer, même si on a du mal, je crois. Enfin, en tout cas, je parle pour moi, on prend la mesure. Vous savez, c'est tellement incroyable. Est-ce que vous, moi, imaginions il y a 10 jours que la Russie envahirait l'Ukraine? Je ne crois pas. Absolument, il n'y avait que la CIA qui l'annonçait, en tout cas qui annonçait qu'elle en avait les moyens. Robert Ménard, aujourd'hui, un certain nombre de candidats à la présidentielle, dont celle que vous soutenez, Marine Le Pen, se voient reprocher leur complaisance, au moins passée, avec Vladimir Poutine. Est-ce que dans le cas de Marine Le Pen, pour vous, c'est un mauvais procès ou pas ?
Non, ça l'a été. Écoutez, la droite de la droite, elle a été longtemps, et encore, elle est en partie. Il suffit d'entendre les déclarations d'Éric Zemmour. Elle a toujours été dans une espèce d'ambiance pro-russe, une espèce d'admiration pour un régime autoritaire, pour un régime qui prenait peu de gants avec la démocratie. Et puis, cette droite-là, elle est très anti-américaine. Elle est telle anti-américaine qu'elle est capable de fermer les yeux sur les exactions de M. Poutine. Quand j'entends Éric Zemmour, qui est, enfin, c'est pas mon ennemi, mais qui a longtemps été un ami, pas seulement un proche, expliquer que M. Poutine serait un démocrate autoritaire, je le renvoie à l'opposition, comment elle est traitée en Russie, aux élections systématiquement truquées en Russie, à la presse bâillonnée en Russie, à d'autres opposants qui sont empoisonnés en Russie. C'est tout ça que je constate. J'ai le sentiment que Marine Le Pen a pris du recul par rapport à ce qu'elle disait, qu'elle n'a pas d'ambiguïté maintenant. Elle n'a pas d'ambiguïté. Il est temps. Écoutez, moi j'ai passé des heures à lui dire qu'il fallait absolument pas trouver l'ombre d'un quart de dixième d'excuse à M. Poutine. Il n'y a pas d'un côté M. Poutine qui aurait des torts, c'est vrai, mais aussi il y aurait des torts du côté de l'OTAN. Non, il y a un agresseur et un agressé. Et l'agressé, c'est l'Ukraine. Robert Ménard, vous avez dirigé Reporters sans frontières, on s'en souvient. Emmanuel Macron vient de se féliciter, je cite, de la fermeture des organes de propagande russe. Allusion transparente au site internet Sputnik et à la chaîne RT France qui a été fermée. Comment l'ancien patron de Reporters sans frontières accueille la fermeture de 2 médias, fussent-ils financés par la Russie ? Écoutez, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse parce que ça va se traduire, vous savez par quoi? Par encore plus de problèmes pour nos amis de la presse indépendante, vous savez, qui pèsent plus grand-chose, mais qui se Novaya Gazeta en Russie voilà, notamment. Ou l'Écho de Moscou, c'est la radio de Moscou que je connais, c'est des gens que je connais, où je suis allé les voir et tout. Je ne crois pas que ce soit une bonne manière de faire. J'entends qu'on est en guerre et tout, mais je ne crois pas que s'en prendre aux médias est le meilleur signe qu'on puisse donner. Il y a d'autres façons de menacer les oligarques en Russie, c'est prendre, comme on le fait d'ailleurs parallèlement, se donner les moyens de les toucher au portefeuille. Je vous rappelle que la moitié de la fortune des oligarques russes est aujourd'hui dans les banques, dans les investissements, dans tous les propriétés en Europe. Donc là, il y a manière. Je crois que c'est la bonne manière. Il faut apporter une aide humanitaire aux Ukrainiens, à Reporters sans frontières, pardon, ce lapsus, à Béziers, on enverra dès demain un certain nombre de camions sur place pour apporter de l'aide. Il faut fournir des armes de défense aux Ukrainiens, en quoi je ne suis pas d'accord par exemple sur ce point-là avec Marine Le Pen. Il faut continuer à viser les oligarques et la Russie avec un certain nombre de sanctions, et là encore Marine Le Pen doit faire un certain nombre d'avancées dans ce domaine-là. Je ne suis pas sûr que s'en prendre à 2 médias, honnêtement, qui pèsent peu sur le monde de l'information en France. Il ne faut pas rigoler. Dites-moi, vous connaissez, vous, dans la rue, quelqu'un qui écoute RT, je ne sais pas, je n'en ai jamais entendu de ma vie, quelqu'un les écouter. Moi, il y a longtemps que je m'y exprime peu ou pas du tout, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Merci Robert Ménard. Merci à vous. Maire de Béziers, d'avoir pris la parole sur Sud Radio. Lyudmila Totieva, comment vous réagissez au soutien de Robert Ménard, plutôt vif d'ailleurs, et massif? Écoutez, déjà, côté fermeture des deux médias, je pense que c'est quelque chose qui était inévitable à faire parce que quand même, si vous regardez qu'est-ce qui se passe en Russie, c'est qu'il y a la propagande de Poutine qui est diffusée sur des différentes chaînes, mais cette propagande, elle reste pas juste dans Russie, en fait. C'est par ces branches-là de RT et qui sont, enfin, que cette propagande elle est diffusée. Et ici, c'est aussi une sorte de possibilité d'influencer
sur l'opinion publique. Et c'est ça aussi qui crée je pense, ça contribue à cette naïveté ou à cette illusion que la France et certains d'autres pays européens ont par rapport à Poutine, par rapport à son régime. Mais aussi, c'est comme une sorte de... Ça crée des brisures, en fait, si vous voyez, des fissures dans cette unité qui devrait être là, dans ces moments tellement importants pour l'Europe. Thomas Porte est avec nous, membre du Parlement populaire qui soutient Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir à vous, Thomas Porte. Bonsoir. Emmanuel Macron qui ce soir annonce un sommet pour renforcer, ou plutôt pour lancer enfin l'Europe de la défense. Emmanuel Macron qui maintient d'ailleurs le fait qu'on envoie des armes, notamment défensives, à l'Ukraine. Votre candidat Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, craignait que la France ne devienne un co-belligérant. J'imagine que vous n'êtes pas rassuré ce soir. D'abord, je crois que moi, je partage le sentiment de gravité du président de la République, qui a eu un discours très grave au regard des circonstances et au regard de la guerre qu'il y a aujourd'hui en Europe. Maintenant, effectivement, vous avez raison. Je considère qu'il manque des propositions clés dans ce qu'a dit le président de la République, puisqu'il a parlé de paix, mais il a dit la France pourra aider dans le cadre de pourparlers. Je crois que c'est pas assez à la hauteur des enjeux. Et la France, au regard de son rôle, de son histoire, elle doit jouer un rôle moteur dans... Qu'est-ce qu'elle devrait faire de plus ? Ce que nous on dit depuis longtemps, c'est-à-dire organiser ce qu'on a réunir l'Organisation pour la sécurité de l'Europe, qui est un dispositif qui existe, qui permet de mettre autour de la table un certain nombre d'acteurs pour acter un processus de paix et de désescalade. Je crois que c'est ça aujourd'hui l'urgence et la priorité, c'est la paix. Et Jean-Luc Mélenchon continuera et va continuer à porter la voix de la paix quand dans ce pays il y a certains responsables politiques qui jouent les va-t-en-guerre sur les plateaux télé et qui appellent à régler la guerre par la guerre. Je crois que c'est pas la solution. La solution, c'est la paix, la désescalade, le soutien et les protections humanitaires du peuple ukrainien qui subit une guerre et qui est agressé aujourd'hui par la Russie. Et il y a aussi une deuxième partie, il faut le souligner, du discours d'Emmanuel Macron, qui est aussi une partie du discours de candidat, puisqu'Emmanuel Macron dit qu'il va prendre un certain nombre de mesures, notamment sur la question des prix et des conséquences sur les matières premières, sur le chauffage, sur l'électricité, sur l'essence des Français. Nous, on a une mesure et on dit ce soir que pour protéger les Françaises et les Français et les citoyens de ce pays de l'explosion des tarifs qui va arriver, il faut bloquer les prix, c'est une mesure possible. Et nous demandons ce soir qu'Emmanuel Macron s'engage sur la bloquer des prix. Et en tout cas, c'est pas du tout ce qui a été annoncé ce soir. Ça, c'est vrai sur les prix des denrées. Alors, il a rappelé qu'il avait demandé au Premier ministre Jean Castex d'enclencher, je cite, un plan de résilience, notamment de l'économie, pour faire face à l'explosion de ces prix. Revenons malgré tout sur la situation de la guerre, puisque les combats vont sans doute continuer dans cette nuit, que les Russes continuent de masser des forces aux abords de Kiev, qu'ils ont déjà un pied dans Kharkov. Vous ne voulez pas qu'on livre des armes à l'Ukraine, mais si on ne livre pas d'armes à l'Ukraine, l'armée ukrainienne n'aura bientôt plus de munitions. Mais je crois qu'il faut utiliser d'abord les processus diplomatiques qu'on a. Et vous savez, par le passé, on n'a jamais résolu la guerre par la guerre. Et je crois que ce n'est pas une solution aujourd'hui qui est à la hauteur, évidemment. Et c'est d'ailleurs le président de la République a dit qu'il faut mettre en place tous les dispositifs et les corridors humanitaires pour apporter le secours à ces populations, pour leur permettre aujourd'hui d'être évacués. Je rappelle qu'il y a quand même une question sur le traitement des réfugiés, où on voit des images à la frontière, et moi je le dénonce ici, où on a une différence de traitement entre les réfugiés qui sont ukrainiens, ou en tout cas d'origine européenne, et des populations qui sont originaires de notre continent. Donc ça, je trouve que c'est absolument scandaleux. Tous les réfugiés ont droit à être accueillis ici, mais je le redis. Ça, c'est des images, vous avez raison de les souligner, qui ont été révélées sur les réseaux sociaux, à la frontière notamment de la Pologne, où, je le redis, notamment des réfugiés, puisque vous n'aviez que des réfugiés, mais des réfugiés noirs, ou alors à la peau plus mate, se voyaient refuser l'accès en Pologne. Et je crois que la priorité, elle doit être dans la désescalade et dans la résolution de ce conflit par des voies diplomatiques. Et quand la France, ce que j'ai dit tout à l'heure, Emmanuel Macron dit va aider dans les pourparlers, c'est pas à la hauteur. Je crois que la France devrait s'engager dans une très grande initiative radicale diplomatique pour mettre les acteurs autour de la table et imposer une sortie de ce conflit par une voie diplomatique et de paix. C'est aujourd'hui la seule solution et c'est la priorité si on veut en terminer avec ce conflit-là et mettre fin à des milliers de morts aujourd'hui qui sont terribles. Merci beaucoup Thomas Porte. Membre du Parlement populaire qui soutient la candidature de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Lyudmila Totieva, Thomas Porte faisait allusion à ces images que vous avez vues aussi sur les réseaux sociaux. Ces Noirs, ces Maghrébins, ces Arabes qui se voient refuser l'accès en Pologne. J'imagine que ça vous a choqué aussi. Oui, ça m'a choqué parce que, voilà, si vous voulez, à Kiev ou à Lugansk où je vivais avant la guerre, on avait beaucoup de gens étrangers avec la
couleur de la peau différente. Après, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas aussi, un plan aussi de notre cher Monsieur Poutine pour montrer comment c'est terrible l'Europe encore avec le nationalisme qui est toujours là, les Ukrainiens qui sont terribles. Après, les images ont été montrées aussi par nos confrères de France 24. C'est pas exactement la même ligne éditoriale que RT France, par exemple. Donc on peut imaginer aussi que ces actions-là, pour le moins déplorables, ont eu lieu à la frontière. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Ça, voilà. je nie pas ça. Mais voilà, on peut interpréter de deux côtés. Parlons malgré tout de la désescalade. Tiens, c'était ce que demandait Thomas Portes. Je voyais bien que vous n'étiez pas d'accord, puisqu'évidemment, vous vouliez un soutien militaire ou beaucoup plus ferme à la résistance ukrainienne. Les conditions de la désescalade, pour vous, ce serait quoi ? Déjà, tout ce qui est voie diplomatique, ils étaient bien explorés. Le président de la République, il a bien dit depuis 2017, dans plusieurs formats, on a déjà épuisé toutes les alternatives. Qu'est-ce qu'il n'y a pas clair dans ça ? Qu'est-ce qu'il n'y a pas clair que Poutine a lancé une offensive ouverte sur l'Ukraine jeudi ? Quelle autre alternative vous voulez trouver ? Il faut soutenir maintenant l'Ukraine, il faut donner des armes, il faut être ferme, de ne pas essayer de basculer, de reculer, parce que c'est comme ça que Poutine il va interpréter ça. Il ne comprend pas que la force. Et c'est malheureusement là où il y a aussi la naïveté des Européennes et des Français, de certains Français, parce qu'il ne comprend que la force. Et si l'Europe, elle ne se montre pas comme une force militaire unie qui soutient l'Ukraine, ça sera la fin de l'Europe. Et en tout cas, ce sera la fin de la démocratie ukrainienne, puisqu'on le rappelle d'ailleurs, le président Volodymyr Zelensky, qui est la cible des militaires russes et de leurs mercenaires de l'organisation Wagner, a été quand même élu démocratiquement. Ça, c'est un fait. Merci beaucoup, Lyudmila Totieva. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent sur Sud Radio, qui veulent aider, pourquoi pas, d'ailleurs, de manière humanitaire, les Ukrainiens, à qui peuvent-ils s'adresser ? Alors, il y a une association qui s'appelle Aide caritative et médicale France-Ukraine. En ce moment, on est en train de récolter du fonds, mais aussi vous pouvez faire le don sur le site, mais aussi c'est plutôt les trousses de premier secours, c'est les matériels vraiment des médicaments qui sont très importants parce que plusieurs blessés civils, mais aussi militaires, ils meurent parce qu'ils ne peuvent pas juste arrêter le sang. Évidemment, et à cause notamment des hémorragies comme ça mettra d'ailleurs tout le monde d'accord. Là, si vous donnez, vous donnez une aide médicale. Ce ne sont pas des armes et au moins ça permet de sauver des vies, quel que soit d'ailleurs le camp de ces vies. Merci beaucoup, Lyudmila Totieva. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes membre du groupe Ukraine Action. Merci à vous de nous avoir suivis ce soir sur Sud Radio. Vous retrouverez évidemment les dernières informations malheureusement tragiques du conflit en Ukraine demain dans le Grand Matin Sud Radio avec Benjamin Glaise et Cécile de Ménibus. Ils reviendront également aussi sur cet hommage de toute la France au grand journaliste Jean-Pierre Pernaut qu'on a eu la tristesse de voir partir ce soir à l'âge de 71 ans. Mais pour l'heure, vous allez retrouver Jacques Pessis ce soir sur Sud Radio, juste après les informations de 21h, avec son invité François Boucle. Bonne soirée à vous.